Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce début de semaine. Nous sommes lundi 24. Bonjour Iman. Bonjour Danick, bonjour à tous. Je dis bonjour quand même. Ah, c'est gentil. Bonjour Priscilla qui est notre invitée de 2h30. Bonjour. Merci d'être avec nous, la directrice générale du Festival Nouveau Regard dans la 8e édition. Bonjour ensuite Jaël Van Berkel, président de l'association Fibromyalgie Guadeloupe et Handicap Invisible, très important. Sylvie Audier, notre chroniqueuse du lundi soir, aussi avec nous. Elle va nous expliquer comment inspirer et embarquer son équipe. Et puis on va terminer avec un artiste, Evanor, c'est bien non, oui, Ficadière, qui viendra nous parler un petit peu de son art. Sinon, l'actualité, elle est assez importante ce matin. Oui, on va parler du lancement de l'appel à projet dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes, de la pêche et l'aquaculture, avec Cap Excellence qui vise à promouvoir une économie bleue durable sur le territoire. On parlera ensuite de l'inauguration de l'espace Roger Jeannette à Capesterre-Belle-Eau. Il sera ensuite question de cette cérémonie pour les nouveau-nés sur Petit-Bourg, donc un rendez-vous annuel fort de convivialité et d'accueil pour les nouvelles familles. On se déplacera sur les abîmes avec le marché itinérant qui a pu changer exceptionnellement de décor en s'installant au parc Taonaba. Il sera question de cette première édition du slalom féminin, donc sur Basse-Terre, donc qui a eu lieu, première édition, et on ira sur Paris aussi pour d'autres actualités. On commence par le Palga. Alors, ce projet, en fait, cet appel à projet s'inscrit dans une stratégie du groupe d'action locale pêche et aquaculture, le GALPA, donc qui couvre les communes de Cap Excellence avec pour objectif de soutenir les initiatives locales qui favorisent la prospérité des communes côtières et l'intégration des activités de pêche et d'aquaculture. Un appel à projet s'inscrivant dans ce projet européen a été mis à l'honneur. On voit un reportage de Nicolas Hachi. Jean-Luc Cellini, président de GALPA Littoral d'Excellence, vous remercie d'être présent ce matin pour le lancement, vous l'avez à l'écran, le lancement de l'appel à projet GALPA. Alors, j'imagine que tout le monde sait ce que ça veut dire GALPA, mais enfin, ça ne nous coûte rien de le rappeler, c'est le groupement d'action locale pour la pêche et l'aquaculture. Le GALPA, en réalité, c'est un programme européen qui vise à soutenir techniquement et financièrement des porteurs de projets, acteurs publics ou privés, et qui concourent aussi au développement de l'économie bleue durable. Donc le GALPA Littoral d'Excellence, qui a été d'une certaine manière validé en 2023 par le Conseil communautaire par une délibération, consiste pour nous, au niveau de Cap Excellence, à soutenir la filière pêche et aquaculture sur notre territoire et aussi permettre aux porteurs de projets de nous présenter des projets afin que nous puissions les étudier et pour les accompagner tout au long de ce processus. J'aimerais dire là qu'effectivement, c'est en 2025 l'ouverture de cet appel à projet, mais qui se clôture en 2027. Donc, pendant tout ce laps de temps, nous sommes là aujourd'hui réunis au MACT afin d'indiquer aux porteurs de projets que nous avons mis en place des ateliers pour pouvoir les accompagner. C'est une volonté politique forte de la part de Cap Excellence, dans ce domaine en tout cas du président Jalton, que de permettre de développer l'économie bleue sur notre territoire. Pendant très longtemps, on a beaucoup considéré que l'économie bleue, c'était la pêche. Il n'y a pas que la pêche, bien sûr, il y a aussi l'aquaculture, mais il y a tous les métiers qui sont des métiers qui dépendent de la mer, et aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience, puisque d'ailleurs, on ne dit même plus l'économie bleue, les spécialistes disent l'or bleu. Cela veut tout dire. En ayant la chance de vivre sur une île, à nous de saisir cette opportunité et de développer toutes les activités qui tournent autour de la mer. Nous nous rendons compte qu'effectivement, on dit tout le temps qu'il y a des subventions, qu'il y a des aides, etc. Mais au pied du mur, les obstacles sont tellement infranchissables que beaucoup vont abandonner. Donc là, au travers du GALPA, c'est une autre vision des choses. C'est-à-dire, vous avez des projets, nous sommes là, nous allons vous accompagner, nous allons franchir ensemble chaque obstacle pour que vous puissiez arriver au bout de votre initiative. La journée est en deux temps, ce matin et cet après-midi. Ce matin, il s'agira effectivement
effectivement de présenter le dispositif, de présenter les porteurs de projets cet après-midi par le biais d'ateliers, de commencer un travail d'accompagnement également pour les porteurs de projets. Mais voilà, j'ai dit qu'on va en parler cinéma puisque c'est la 8e édition du festival Nouveau Regard et on a la chance d'avoir avec nous la directrice générale, Priscilla Delannay. Bonjour. Bonjour Dani. Comment ce festival se présente-t-il? Il se présente très bien. On a hâte d'ouvrir cette 8e édition. Donc 8 ans déjà. On est très contents d'avoir le soutien de nos partenaires qui nous permettent de tenir bon malgré les temps difficiles de la culture. Donc on est là pour donner cette petite bouffée d'air frais culturel au public avec une belle sélection de films, des ateliers pour les professionnels et bien sûr des petites surprises. Voilà. Alors globalement, combien de films cette année? Alors cette année, on a 40 films. Quand même, c'est plus que l'année dernière. Non, en général, c'est vraiment une moyenne qu'on essaie de garder. Voilà, entre 35 et 45 films, donc cette année 40. Donc l'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon de la Caraïbe déjà, avec une compétition de films caribéens, mais aussi de découvrir les nouveaux talents et nouvelles écritures originales du cinéma mondial, avec que ce soit des courts-métrages, des documentaires ou des longs-métrages qui sont en avant-première chez nous. En avant-première. Tout à fait. Oui, on saura ça tout à l'heure dans le programme. Après 8 ans de festival, celui-là, je sais que vous étiez à un autre festival autrefois. Qu'est-ce que vous pensez du cinéma, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, guadeloupéen aujourd'hui? Le cinéma guadeloupéen, on voit qu'il est très fertile et foisonnant, puisqu'on a en plus des longs métrages qui voient le jour, comme Zion, donc qui fait un carton plein. Donc on a vraiment des histoires à raconter. On est attendu, on a envie de se voir à l'écran, et pour ça, je trouve qu'il y a de plus en plus d'auteurs et de producteurs qui misent aussi sur des talents pour développer notre industrie et pour développer la visibilité des histoires guadeloupéennes. Donc moi, je suis ravie de voir cette multiplication des projets, des œuvres, et on est là pour les encourager et surtout les montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir cette année à Nouveau Regard de nouveau? Alors, de nouveau, alors, on a déjà ces avant-premières dont je parlais, qui sont très importantes pour nous, puisque ça permet de présenter au public guadeloupéen des films inédits qui ne sont pas encore sortis dans l'Hexagone, par exemple. C'est le cas notamment de 2 films qui sont Transamazonia, c'est un film qui a été d'ailleurs coproduit par la Guadeloupe, une très grosse coproduction qui a fait le tour des plus grands festivals et qui va être un des films de la programmation. Mais on a la chance d'avoir une très belle avant-première d'un film très attendu qui est Fanon. Voilà, qui sera le film de clôture du festival. Barney. Exactement. Oui. Et qui sera diffusé quand? Qui sera diffusé le jour de la clôture, donc le 6 avril. Le 6 avril. Ce sera au MAC ou ce sera au Cinestar. Au Cinestar. Tout à fait, pour accueillir le maximum d'invités et de participants. Mais alors, au niveau des documentaires qui arrivent, est-ce que la Caraïbe sollicite beaucoup de nouveaux regards? Oui, on a reçu énormément de films caribéens cette année, à peu près 150 films, et on en a 150? Oui, tout à fait, de la Caraïbe, je précise, parce qu'au niveau mondial, on reçoit beaucoup de films, plus de 1300. Le choix est compliqué? Le choix est très compliqué parce que ce qu'il y a aussi comme petite complexité, mais nous, ça nous fait toujours plaisir de voir que les sujets sont très explorés, c'est qu'on a beaucoup de films qui traitent des mêmes sujets. Et qui ne viennent pas du même territoire de la Caraïbe. Ah bon, et qui traitent du même sujet? Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a... Alors, par exemple, sujets récurrents. Les sujets récurrents cette année, c'est l'absence du père. Oui. Un sujet qui... C'est des films de femmes, ça? Non. Même pas? Pas du tout, pas du tout. Alors là, c'est un sujet qui concerne l'humain. Oui. Et donc, on a le point de vue de femme, on a le point de vue d'homme aussi. Et donc, ça, c'est vraiment un sujet qu'on a beaucoup vu, où l'absence de l'être aimé, le départ d'un être cher, comment on vit cette absence et parfois comment l'intelligence artificielle aide. Voilà, il y a un film qui va traiter de ça, aide à pallier à ce manque. D'accord. Donc ça, c'est voilà. c'est le futur, mais c'est maintenant. Ouais. Donc voilà, donc on a des sujets qui sont récurrents. Donc c'est aussi la lourde tâche qu'on a, c'est de choisir des films
un film qui va représenter le sujet, puisqu'on ne peut pas non plus, pour équilibrer la programmation, c'est ça, voilà. Donc, voilà, la programmation, elle est vraiment le reflet de la société, des questionnements, des problématiques, des sujets qui intéressent les auteurs et qui nous intéressent. Donc, voilà, c'est assez varié. Il y a des films guadeloupéens cette année? Il y a des films guadeloupéens. À peu près? Il y a à peu près... Alors, en documentaire, on a 2 films guadeloupéens et en court-métrage, on en a 4. Quand même? Oui. Beaucoup de films en créole ou en français? La plupart des films sont en créole. Non. Donc on voit que là aussi, il y a quelque chose qui a bougé, en fait. Qui change un petit peu. Voilà, une authenticité dans la langue. Et on ose faire des films authentiques en créole et qui seront sous-titrés pour le monde entier, mais qui nous parlent à nous aussi. Il m'en a sûrement une question à poser. Oui, on va parler des ateliers, puisqu'il y a un atelier pitch et j'ai vu qu'il y a un prix du pitch. Il ne me semble pas que l'année dernière, il y avait ça. Non, c'est nouveau parce qu'en fait, chaque année, on met en place des ateliers pour faire justement grandir notre industrie et l'amener vraiment vers l'excellence, continuer à l'amener vers l'excellence. On avait un atelier l'an dernier qui était écriture de scénario. Donc, ces personnes qui ont participé à l'atelier ont écrit leur scénario, sont en phase finale pour la plupart. Et on voulait accompagner, donc, que ce soit ces participants de l'an dernier ou d'autres personnes, à présenter leur film à des producteurs, à des financeurs, voilà, trouver un écho et savoir le vendre, puisqu'on est dans une industrie et il faut savoir vendre son projet. Et ça, il y a des codes dans le cinéma, il y a des codes et il y a une façon de s'exprimer, de montrer les atouts en 7 minutes, de se dire, ok, efficace et percutant. J'ai un potentiel financeur face à moi, qu'est-ce que je vais lui dire pour l'accrocher, que ce soit mon parcours, mon histoire, qu'est-ce qu'elle a d'original et pourquoi il doit miser sur mon projet. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis en place l'atelier pitch. Il y a 7 porteurs de projets qui participent et qui, au bout de 2 jours de coaching très intensifs, vont présenter devant un panel. Voilà. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un agent une agent qui allait être là pour... du coup, potentiellement, ça peut être... Elle vient aussi pour repérer les talents. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment un tremplin qu'on propose avec ce festival. En fait. Oui, c'est un tremplin. Les ateliers, ils sont vraiment mis en place, que ce soit pour développer de nouvelles compétences, mais aussi se faire un réseau, puisqu'on est dans un territoire insulaire. On n'a pas toujours la possibilité de faire un réseau international. L'objectif est de faire venir des personnes clés de l'industrie pour pouvoir faire le réseau. Voilà. Et, au niveau des femmes, il y a autant de films féminins cette année? Alors cette année, on a une grosse proportion de films réalisés par des femmes. Alors j'ai pas les chiffres exacts qui seront dans le dossier de presse qui sera sur le site internet demain. Je crois qu'au niveau des films caribéens, on a une dominante de films réalisés par des femmes. Par des femmes. Oui, tout à fait. C'est bien ce que je pensais. Et donc, bon, alors, ça, c'est ce qu'on dit du festival. Mais alors, au niveau international maintenant, bon, on a un festival tel que Nouveau Regard, au niveau international, on commence à avoir une visibilité quand même. Ah oui, on commence à avoir une visibilité. C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, la présidente est invitée dans des festivals internationaux? Oui. J'ai la chance d'avoir été sélectionnée pour être membre du jury de plusieurs festivals, que ce soit aux États-Unis ou en France hexagonale. Mais on est sollicité. Ce qui est très bien, c'est qu'on est sollicité pour proposer une sélection de films caribéens. Ça veut dire que cette fenêtre Nouveau Regard devient un peu une référence pour proposer, pour suggérer des films pour des curations, que ce soit des alliances françaises. On a d'ailleurs fait un partenariat avec l'Alliance française de Porto Rico pour proposer une sélection de films. Et ça veut dire que c'est une vraie reconnaissance du travail qu'on fait de mise à l'honneur de notre cinéma et surtout de sélection, puisque la sélection ensuite, elle continue à voyager. Oui. Et l'autre aspect, c'est au niveau même des cinéastes guadeloupéens. Ils frappent souvent à la porte de Nouveau Regard. Oui, bien sûr. On entretient de très bons rapports avec les membres de l'industrie. C'est vraiment une relation
qu'on a sur toute l'année, puisqu'on se croise dans des événements. On travaille aussi sur les mises à l'honneur avec le podcast qu'on a mis en place. Donc, c'est aussi pour garder ce lien avec l'industrie et continuer à mettre en avant les talents, les métiers, les films, les auteurs, voilà. Donc, on nous propose très spontanément des films. On fait un appel à films, mais on a la chance d'avoir des films qui nous arrivent qui arrivent de manière très spontanée, et ça de plusieurs endroits, pas seulement de Guadeloupe, mais aussi d'écoles comme la Fémis. On a eu un film réalisé par un jeune auteur d'origine guadeloupéenne qui fait la Fémis, et du coup, il nous a envoyé spontanément son film. Ah, d'accord. Alors l'autre, enfin dernier aspect quand même à voir, c'est quand il y a un festival, il y a du cinéma, mais aussi vous avez beaucoup parlé de l'industrie cinématographique. Bon, on voit un petit peu, enfin, je ne sais pas si vous savez, Fricilia, récemment, les Anglais ont tellement apprécié Dead Paradise qu'ils ont envoyé même des reporters ici pour rendre compte. Alors, est-ce que ce retour-là, on commence à l'avoir aussi avec nouveau regard, c'est-à-dire que les étrangers, je prends les étrangers. Alors, ce qu'on a remarqué depuis quelques années, c'est qu'au niveau notamment des professionnels, ils viennent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne les sollicite pas, on n'a pas les moyens forcément de les inviter non plus, parce que c'est un coût quand on est sur un territoire un peu plus isolé. On n'est pas sur le territoire de l'Hexagone pour facilement aller d'un festival à l'autre. Donc, ces personnes qui viennent d'autres territoires, que ce soit Martinique, Guyane, mais aussi de la France hexagonale, de Miami et du Canada, viennent de leur propre chef participer aux ateliers et aux festivals. Ça veut dire que le festival est devenu une destination cinéma. Oui, c'est ça que j'allais dire, justement, c'est une destination cinéma. C'est une destination cinéma. On vient découvrir des films qu'on ne verrait pas forcément soit ailleurs ou alors même dans les salles ici. Et on vient aussi participer aux ateliers, puisque c'est vrai qu'on sélectionne les intervenants pour leur expertise. Là, on a par exemple celle qui va présenter le pitch, justement. C'est une ancienne de chez Netflix qui a maintenant monté sa société, qui est productrice et qui est chasseuse de talents pour toutes les plateformes, que ce soit Amazon Prime, Netflix, d'autres chaînes. Voilà, donc du coup, c'est vraiment une personne qui compte dans l'industrie, et donc forcément, ça attire aussi des professionnels d'ailleurs. Alors, il y a un petit focus cette année sur la personne qui a fait l'affiche. Oui. Alors, la personne qui a fait l'affiche, c'est une illustratrice guadeloupéenne qui s'appelle Mademoiselle Bell'amour. Donc, pour la première fois, on sort de notre zone de photos, parce qu'à chaque fois, on choisit une photo. En général, c'est une photo, oui. C'est une photo, voilà, c'est un coup de cœur. Et puis, cette année, on s'est dit, on va, nous aussi, se bousculer un petit peu, puisqu'on a un nouveau regard, c'est ça, c'est changer aussi de perspective. Et on a demandé à Mademoiselle Bell'amour de faire une création spécialement pour le festival. Donc ça, c'est une création unique. Donc du coup, qui représente pas mal d'éléments qui font référence à la Caraïbe, que ce soit le patrimoine architectural, le patrimoine naturel, mais aussi cette manière de regarder l'ailleurs. Oui, voilà. Oui. Bon, l'ailleurs. Et dernière chose, il y a toujours un prix du nouveau regard dans les films présentés. Il y a un concours, quelque chose comme ça. La compétition, bien sûr. On a 8 prix en tout, d'une valeur de plus de 28 000 € au total, répartis sur 8 prix. Donc, c'est une très belle compétition. Et ce qui nous fait encore plus plaisir, c'est les partenaires qui s'investissent en fait pour récompenser des talents, dont notamment le prix du documentaire Anti-Guyane par ZCL. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est tous ces partenaires en fait qui nous aident à donner de l'impulsion en fait aux talents, de continuer et surtout de garder la motivation, puisque c'est pas évident de faire un film, ça demande beaucoup en termes d'énergie, en termes d'argent, mais aussi personnellement. Donc l'idée c'est de garder la motivation intacte. Donc le top départ sur le 2 ? C'est le 2. Le 2, c'est la cérémonie d'ouverture et les premières. Ce soir, c'est au Ciné-Ça ou au MAC ? C'est au MAC. Au MAC ? Le MAC est devenu la capitale du festival Nouveau Regard. Du cinéma, puisque du cinéma aussi, on l'espère vraiment. Et c'est aussi le lieu où le festival est né. Donc il revient sur ces terres. Comme chaque année. Bon, le rendez-vous est pris ? Oui.
Voilà, le 2. Voilà, festival. De toute façon, on aura l'occasion probablement de revenir avec vous, puisqu'il y a peut-être des réalisateurs qu'on va peut-être recevoir ici. Bien sûr. J'envoie le message à Maïté. Oui, le message est lancé. Oui, c'est lancé. En tout cas, merci Priscilla. Merci. Et on revient un petit peu sur l'actualité. On a le temps de l'inauguration de l'espace Roger Jeannette, oui. Oui, c'est un nouvel espace qui a été inauguré donc, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau en l'honneur de ce coureur emblématique du rayon d'argent. Donc, il a marqué toute une génération avec son engagement, sa persévérance et son amour pour le sport. C'était un moment d'émotion et de transmission, de reconnaissance pour cet homme qui a fait rayonner le cyclisme guadeloupéen. On voit un reportage d'Olivier Félix. Je commencerai déjà par saluer le travail qui a été fait par le rayon d'argent sur la partie travaux pour nous permettre donc d'avoir un bâtiment d'une telle beauté et surtout que nous puissions rendre un hommage à la hauteur de l'homme qu'est Roger Jeannette. Un champion ayant un palmarès énorme, un homme au grand cœur qui n'a jamais cessé de donner à son club, à sa ville. Donc il était pour nous là maintenant une évidence que de venir saluer ce génie capestérien et surtout d'inviter l'ensemble de ses proches, de ses amis, de sa famille, de venir passer ce moment avec lui, puisque au-delà du symbole, on ne cessera jamais de le dire. Tant qu'on peut mettre à l'honneur et surtout rappeler ce qui a été fait par un homme, on le fait et c'est là pour nous ce devoir de transmission, de manière à ce que ces jeunes qui portent le maillot du rayon d'argent aujourd'hui sachent que s'ils le portent aussi fièrement, aussi dignement de par la renommée du club, c'est parce qu'il y a eu des grands champions tels que Roger Jeannette. Je ne m'attendais pas et je suis un petit peu ému et content de voir tous mes parents, mes amis, mes supporters, mes sponsors sont là aujourd'hui et je suis très content. Il ne faut pas oublier, j'ai commencé le vélo depuis l'âge de 15 ans et la personne qui m'a instruit, qui m'a formé, je ne vais pas dire son nom, c'est M. Morman Girard, puisque je me rappelle quand j'avais 14-15 ans, c'est avec lui que j'ai commencé le vélo. Et c'est lui qui m'a donné la base du vélo, si on veut dire. Et à partir de là, j'ai commencé à gagner des courses. Et il ne faut pas que j'oublie aussi Max Moroz, puisque ces gens-là, ce sont des anciens. Et je les ai trouvés là et c'est eux qui m'ont donné la base du vélo. Il faut avoir de l'abnégation, mais aussi être quelqu'un de discipliné. Sans discipline, on ne peut pas y arriver. Donc Roger Jeannette, c'était ça, la gentillesse, la discipline, l'abnégation et le sérieux. Il va gagner la course et il va presque même être désolé de l'avoir gagné tellement il est humble. C'est ça, c'est cet homme-là qu'on a voulu mettre à l'honneur aujourd'hui. Rappelez simplement à toutes celles et ceux qui épousent un sport aussi difficile que le vélo qu'il y a là aussi. Donc, vous l'avez vu, au-delà donc des sacrifices qu'il a dû faire lui-même, mais sa famille qui a dû aussi le partager avec la population, avec le monde du vélo. C'est toute cette petite bulle-là qu'on a voulu saluer parce que ça paraît anodin, mais donner autant à sa discipline, à son club, à sa ville, ce n'est pas donné à tous. Et c'est pour ça que c'est la ville de Capesterre-Belle-Eau reconnaissante face à l'un de ses fils qui est venu aujourd'hui lui rendre cet hommage. Voilà donc un nouvel espace, lieu de rencontre et de partage et une façon honorable de perpétuer l'hommage à Roger Jeannette. On va faire notre première pause publicitaire, on revient tout à l'heure pour parler avec Sylvie Rosier de Boost dans les entreprises. J'ai rien dit. Bon. Sylvie déjà. Voilà, il est déjà 13h03. Notre chroniqueuse du lundi est déjà là. Madame Rosier, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Nous sommes aujourd'hui le 24, hein? Pas le 25. Bon. Et Evanor est là aussi, Ficadien, bonjour. Exact, bonjour. Je ne l'ai pas connu artiste, même depuis. Entre-temps, il est devenu artiste. On va parler de ça tout à l'heure. Tu fais un petit rappel des infos du jour? Oui, on a déjà traité l'appel à projet de Cap Excellence concernant la pêche et l'aquaculture. Donc, un appel à projet qui vise à promouvoir l'économie bleue. On est allé sur Capesterre-Belle-Eau pour inaugurer l'espace Roger Jeannette. Il sera ensuite question de cette cérémonie
pour les nouveau-nés sur Petit-Bourg, sur le marché itinérant des abîmes qui s'est déplacé à Taonaba et sur Basse-Terre où a eu lieu la première édition du slalom au féminin. Oui, et on parlera de tourisme aussi. Tourisme sur Paris. Alors, on revient avec Madame Rosier, générique de sa chronique. C'est parti. Madame Rosier, bonjour. Alors aujourd'hui, vous dites qu'il faut inspirer, embarquer son équipe. C'est-à-dire que pour être leader, il faut pouvoir après rassembler, fédérer. C'est ça. Un leader, il rassemble, il fédère, il inspire. Ouais, il écarte pas? Non, du tout. Bon, d'accord. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? Du coup, surtout faire la différence entre être manager et un leader, parce qu'assez souvent on confond la notion d'office, on pense que le manager est forcément un leader, mais c'est deux notions... Et le leader peut ne pas être manager aussi. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ce sont deux notions différentes, en fait. Le leader, ce n'est pas une question de poste. Le manager, lui, son poste l'oblige à organiser, à planifier les tâches, la productivité de l'équipe et les résultats qu'ils attendent dans l'entreprise. Tandis que le leader, lui, c'est quelqu'un qui arrive à fédérer, à inspirer et à donner du sens au travail. Et c'est ce qui permet de ramener un plus d'engagement au sein des équipes et tout. Et comment ça fonctionne en Guadeloupe? Qu'est-ce qu'il y a plus, des leaders ou des managers? Je ne sais pas ce qu'il y a plus, mais les chefs d'entreprise ou les managers en Guadeloupe devraient incarner cette posture de leader. C'est beaucoup plus important. Et c'est mieux d'être leader que manager? C'est mieux d'être leader, puisque du coup, on embarque son équipe avec. Tu vas choisir? Oui. Tu choisis? Oui, je vais choisir. Lequel? Je peux être manager. Tu veux être un leader? Je préfère être leader. Ben, c'est ce qu'il faut faire. Non, il y a une étude en Guadeloupe qui montre que les équipes qui favorisent un management inspirant enregistrent 25% de plus de taux de satisfaction de leur équipe. Et donc, du coup, les gens, ils restent à leur poste et ils évoluent, ils avancent avec l'équipe, ils restent dans l'entreprise. Et donc, en Guadeloupe, il y a 4 piliers pour être un leader inspirant, pour devenir un leader. Ou développer son leadership. C'est les piliers que vous voyez ici. Un bon leader, il doit être authentique et accessible pour inspirer la confiance et mettre un climat de confiance au sein de ses équipes. Donc il ne doit pas être un magouilleur. Hein. Ben non. Non. Oui, il faut qu'il soit donne la confiance. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Non. Ensuite, il doit favoriser le dialogue. Il faut que l'ensemble de l'équipe puisse être dans une relation avec un vrai dialogue possible et pas juste un donneur d'ordre, donc le manager qui donne des ordres à l'équipe pour exécuter des tâches. Donc, il faut vraiment inspirer la confiance et pouvoir laisser un vrai dialogue au sein de l'équipe pour que ça fonctionne mieux entre eux. Ensuite, la reconnaissance. Ici, c'est très important pour les gens de sentir qu'on valorise leur travail et que leur responsable reconnaît leurs compétences. Donc, du coup, il faut donner des feedbacks positifs et réguliers à ces équipes. Ça booste la motivation et les gens ils se sentent beaucoup plus engagés. D'ailleurs, il y a un pourcentage sur une étude de l'INSEE qui dit que 69% des employés se sentent plus engagés quand leur effort est valorisé par leurs responsables. Et le dernier pilier, c'est la vision, puisqu'il faut donner du sens au travail. Maintenant, la génération qui travaille a besoin de comprendre pourquoi elle fait certaines tâches. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la vision, pourquoi elle fait cette tâche et pourquoi c'est important pour l'entreprise et où ils vont surtout. Quand je réalise, on me demande de faire ça, ok, mais ça sert à quoi? Ça va permettre... Pourquoi il faut le faire? Voilà, c'est important. Donc la vision est importante pour l'ensemble de l'équipe et donc la communiquer à l'équipe pour qu'on avance. Ça revient au dialogue, en fait. Ça revient au dialogue. Un dialogue permanent. Bien sûr, oui. Mais alors, est-ce que le management rencontre des défis particuliers en Guadeloupe? En Guadeloupe, oui, parce qu'on a un fort taux de TPE et de PME, donc ce qui fait que les managers se retrouvent à accumuler plusieurs rôles. Donc assez souvent, quand on travaille dans une petite entreprise, on a beaucoup de tâches qui se cumulent et donc ça demande aux managers d'être plus agiles dans leur fonctionnement pour ne pas se laisser dépasser. Oui.
Et pour ne pas se laisser dépasser par les tâches qui lui viennent, plus la gestion de l'équipe et tout ça. Après, comme je disais tout à l'heure, chez nous, on a un fort besoin de reconnaissance. Donc, il faut valoriser le travail, montrer du respect envers ses équipes. Ce n'est pas parce qu'on est un supérieur hiérarchique que pour autant on peut s'adresser à ses collaborateurs n'importe comment. Donc, il faut toujours avoir un respect mutuel au sein de l'équipe. Et le troisième point, la reconnaissance, les ressources humaines, c'est très important qu'il y ait une bonne relation au sein de l'équipe et donc le dialogue, encore une fois, pour que la communication interne. Un management plus de proximité et d'être à l'écoute de ses employés. Alors, quand on est un manager, est-ce qu'un bon manager peut devenir un bon leader? Oui, bien sûr. Bon, alors, comment quelle action un manager peut faire, peut mettre en place pour devenir un leader inspirant qui donne confiance. Qui embarque son équipe. Oui. Déjà, pratiquer un management participatif. Désolé. Donc, il faut impliquer les équipes dans les décisions certaines décisions qui sont prises. Donc, à travers des rencontres ensemble, on partage la vision. On partage aussi les décisions à prendre et donc ça fonctionne mieux avec l'équipe. Ensuite, il faut encourager l'autonomie, il faut déléguer intelligemment, déléguer les tâches aux bonnes personnes en fonction de leur capacité, de leurs compétences et puis les former s'il le faut, pour les faire monter en compétences et leur permettre d'être plus autonomes dans leurs tâches. Les rituels de reconnaissance pour favoriser la motivation. Au début, c'est peut-être, si ce n'est pas naturel pour quelqu'un de montrer sa reconnaissance envers ses équipes, on peut mettre en place un certain nombre de rituels. Des fois, juste bon travail, c'est déjà beaucoup et la personne elle se sent heureuse que son travail ait été valorisé. Et le manager, il peut se former. Oui. Lui aussi pour développer son leadership, mais aussi pour trouver de nouvelles façons d'animer son équipe ou découvrir de nouvelles techniques à travers la formation. Donc, continuer à se former en continu. Alors, donc, en résumé, pour être un bon leader qui inspire, il y a des qualités particulières. Comment on peut résumer ça? Des qualités particulières. La première chose, être à l'écoute, accepter et favoriser un dialogue ouvert avec l'ensemble de ses collaborateurs. Valoriser les collaborateurs aussi dans leurs tâches, dans leur travail, et puis donner du sens aux missions qu'on donne à son équipe, parce qu'il faut qu'ils comprennent le sens de la tâche qu'on leur donne. Et le gros point, vraiment, c'est d'être à l'écoute de ces équipes et de pouvoir dialoguer ensemble. Donc, un bon manager gère et un grand leader inspire. Il inspire. Bien, merci Sylvie. Merci. On prend note pour inspirer et pour bien diriger. Merci pour tous ces renseignements, ces informations importantes. Comme tous les lundis, si vous avez raté, vous avez la possibilité de trouver ça sur l'Instagram de... Comment s'appelle l'Instagram? Mon Instagram, Créative et Vie. D'accord. Ou sur mon site internet, sylvieosier.com, parce que du coup, j'ai du newsletter également. Très important. Merci, à lundi prochain. C'est pas le carnaval encore. Bien, demain c'est un autre jour. Alors, je me tourne vers Evanor Ficadière. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, M. Zodounis. Oui. Et donc, je disais que j'ai connu un Evanor Ficadière, mais il n'était pas artiste. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Exactement. Entre-temps, quand vous êtes parti, j'ai suivi... un peu les conseils que vous nous donnez aussi. Il faut dire ça aussi. D'accord. Que dans la vie, il faut choisir. Non seulement vous étiez prof, mais vous nous donnez des conseils. C'est ça aussi. Dans la vie, plus tard. Et je ne pensais pas me retrouver devant vous encore. Je ne pensais pas de refaire face encore avec vous parce que dans la vie, on ne sait jamais. Oui. On ne sait jamais. Je n'étais pas gros travailleur à l'école, vous vous souvenez? Oui, je sais, je me souviens. J'étais un peu feignant. Mais quand on est de notre toujours. Un peu feignant. Un peu feignant. Oui. Donc, du coup, la vie a fait que je suis parti vers le métropole et puis je suis rentré dans l'art. Mais j'étais déjà dans l'art un tout petit peu à l'école, donc ce n'était pas encore vraiment concrétisé, mais je suis parti, je suis passé le concours à l'École nationale des beaux-arts et finalement... Ça a débuté là pour moi. C'est l'inspiration. L'inspiration et tout des Antilles. Je suis arrivé avec la chaleur des Antilles, avec l'art, tout. Il faut dire aussi, j'ai été 3 ans au Centre des métiers d'art à Bergevin, à Pointe-à-Pitre. J'ai fait 3 ans en préparation et puis après je suis parti passer le concours. Et du coup, bingo, ça a parti. Et puis, il n'y a pas encore eu d'exposition?
Comment? Il n'y a pas encore une exposition. Ah si. Si, quand même. Ah oui, Ah oui, bon. je viens d'une exposition là justement. C'est pour ça C'est que... pour ça que... Exactement. tu as J'ai été une là. exposition qui s'est faite à Petit-Bourg, à la ville, le foyer culturel de Petit-Bourg. Il a été un vif succès quand même. J'ai eu des écoles, les collèges qui sont venus voir cette expo parce qu'il fallait le voir. En fin de compte, c'est un style d'art un peu différent. J'ai présenté quelque chose de nouveau. C'est le nouveau monde, en fin de compte, hein, l'expo. Oui. Et puis, ça a donné quelque chose de tout. Vraiment, j'ai reçu beaucoup d'appréciation par rapport à cette expo, quoi. Et qu'est-ce qui, enfin, globalement, qu'est-ce qui t'inspire dans ta créativité, dans ta création? En fin de compte, ma créativité en ce moment, c'est plus... on va dire, je suis devenu plus plasticien que artiste peintre. Donc, ça veut dire que je récupère des objets et je fais des fabrications avec. Je rassemble tous les objets que je retrouve et je les mets là. Des bouteilles, des choses comme ça. Tout. Vous allez voir sur mon expo qu'il y a pas mal de récupération. Et quand ça me prend, ben, j'attaque. Je commence à faire le tri. Ça, j'ai besoin, ça, j'ai pas besoin. Et je commence. Donc voilà, donc je suis rentré plus dans un monde numérique robotisé avec beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui passent par la tête. Comment on rentre maintenant dans un monde très numérique, très vision, très... Je vois des choses qui sont particulières, là. Oui, il y a alors, ce tableau, par exemple, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ce tableau, c'est un abstrait que j'ai voulu représenter par notre couleur locale, en fin de compte. Hein. C'est un tableau qui m'inspirait avec la chaleur du couleur locale. Et justement, il y a beaucoup de gens qui regardent cette toile et me disent, mais Ivano, normalement, le noir, on n'aime pas. Mais le noir, il ne nous gêne pas. Pourquoi le noir, il ne gêne pas? Parce que ce jaune intense et ce côté rouge qui le brûle, en fin de compte, il brûle l'intensité du noir. Et ça passe. Effectivement, oui. Le jaune, il éclaircit tout. Et ce tableau-là, il a un intitulé vraiment précis. Je suis content, il n'y a pas de bleu dedans en plus. Il n'y a pas de bleu, il n'y a que du noir, du rouge et du jaune un peu orangé. Non, mais c'est bien. Et le noir, il ne gêne pas. Ouais. Non, il ne gêne pas du tout. Il ne gêne pas du tout. Au contraire, il fait un contraste, quelque chose d'assez précis pour faire ressortir tout ce qu'il y a. Alors ça, c'est une peinture, ça? C'est de la peinture à l'huile. Oui, à l'huile? À l'huile, oui. Ouais. C'est la peinture à l'huile fait avec couteau, pinceau, baume, acrylique, c'est un peu mélangé, quoi. Et alors là, vous avez un visage très expressif. Ce regard. Et cette toile, il était placée un peu au milieu de la salle. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Ivano, je ne me déplace pas autour dans la salle. Elle me regarde. J'ai dit, c'est fait exprès. Partout. Et il y a un tableau comme ça qui se trouve au Louvre, c'est la Joconde. Oui. La Joconde, tu es partout dans la salle, elle te regarde. Effectivement. Et il y a une façon de faire les yeux pour que cette toile vous regarde, pour que ces yeux, ça vous regarde. Alors, c'est un visage d'inspiration, mais c'est un visage connu. C'est pas un visage connu, c'est un visage d'inspiration avec des couleurs ou des teintes variantes, beaucoup de couleurs, mais l'expression de ce visage, c'est les yeux qui vous attirent ou qui vous regardent. Il y a le visage, mais tout autour, il y a tout un univers. Alors, tout autour, il y a tout un travail de support. En fin de compte, je travaille sur l'étoile, mais en ce moment, je travaille beaucoup sur du carton. Pourquoi du carton? Parce que c'est un aspect différent, ça donne quelque chose en relief. Les peintures, je pense que l'acrylique, ça ressort mieux. Il y a beaucoup de choses qui ressortent avec le carton. Je peins sur toile aussi, mais je préfère un peu le carton pour le côté relief. Bon, un petit mot sur ce tableau-là. Alors, cette toile, Monsieur Zandones, quand vous regardez cette toile, ça vous fait penser à quoi? Elle est vraiment particulière. Il est très particulier, il a beaucoup de symboles. Ouais. Et pourtant, il parle d'une chose. Il parle d'une seule chose. D'accord. Tout autour, ça anime. Ouais. L'enfant, il tient quelque chose dans ses mains qui est très important. Je vois. Et c'est passé. Alors, passé. Et ça c'est une création avec des objets, ça. Hein? Exactement. Création avec des objets de récupération. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme objet là? Alors, il y a un peu tout. Hein.
C'est un vieux mannequin que j'ai retrouvé dans un déchetterie. Oui. Avec les autres, son bras, c'est ventilo. Ouais, ventilo aussi. récupéré avec caméra, tout, il y a tout qui passe. Et uniquement de la récupération. Uniquement de la récupération. Il n'y a rien qui est acheté, rien qui est machin. Uniquement récupération, montage, création, collage. Ce genre de travail de récupération, ça prend du temps? Ça prend du temps parce qu'il faut que ça capte et tout. Il faut vouloir créer, il faut donner, il faut être inspiré aussi. Aussi, surtout. Il faut être inspiré, il ne faut pas rester aussi le côté. Alors, est-ce que c'est bien une femme que je C'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. Elle est un peu robotisée. Elle est robotisée, il porte un enfant dans son bulle. Bravo. Oui. Ah ouais. Il y a du travail là. Hein. Il y a de l'imagination. Félicitations, oui. Parce que je ne m'attendais pas à voir des choses aussi différentes. Et oui. Il y a un vrai travail artistique. Ouais. Bravo. Et alors, cette exposition, elle est visible à Petit-Bourg? Elle est visible à Petit-Bourg. Jusqu'à quand? Elle est finie. Ah, dommage. Oui, parce que quand je devais passer, je n'ai pas pu passer au moment qu'il fallait. La semaine dernière. La semaine dernière, oui, je sais. justement. Et tout. Donc, la prochaine exposition, c'est le 28 au Centre des Arts. Oui. Au CAPS, en fin de compte. Oui, au Centre des Arts, au CAPS. Donc, j'y serai aussi avec plusieurs artistes qui va faire le déplacement pour cette exposition. Vraiment une grande exposition. On est pratiquement 28 artistes. Pas encore d'exposition à Cap-Esther? C'est prévu. Il faut voir au comptoir dans ce cas-là. Comment? Il faut voir au comptoir. Oui. Parce qu'il m'a dit l'autre jour, il est venu ici, il m'a dit qu'il est pour le développement de l'art. Exactement. Oui. Exactement. Il était à l'exposition à Petit-Bourg et il m'a dit, il faut qu'on prépare quelque chose aussi sur Cap-Esther. Ah ben oui. En Kevin, la fois là, ça. Ah ben, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, je viens voir ça. Non, c'est du bon travail. Et félicitations, Ivano. Qui a été je vais pas dire que c'est pas un mauvais élève, disons que il n'était pas encore prêt. Je n'étais pas encore prêt pour l'école vraiment. Et finalement, ce qu'il fait aujourd'hui. Donc les enseignants qui jettent les élèves comme dire sont mauvais élèves, etc. Non, justement, tu nous as pas donné cette direction. Tu nous as dit tout de faire quelque chose de concret dans notre vie et même si on ne t'écoutait pas, mais ça rentrait, il y a certains, ça rentrait là-dedans. Moi déjà, j'étais un peu particulier parce que j'étais déjà un peu dans le monde de l'art. Et je faisais mon petit truc. Donc, j'étais au collège. Donc, après, j'ai des débriefs comme tout le monde. Hein. Je partais en vrille comme tous les jeunes à cet âge. Oui, je sais. Mais après, il y a un moment, tu te remets en question. Dans la même époque, j'ai même eu, comment il s'appelle le chanteur là, c'est Nara. Christian Nara. Oui, je sais. Il venait en classe avec un petit il n'y avait pas de portable à l'époque. Il venait avec un petit appareil pour écouter la musique pendant qu'on faisait les cours d'anglais. Oui. En fin de compte, on est là, mais on a déjà des directions. On ne sait même pas plus tard qu'est-ce que ça va devenir. C'est-à-dire qu'on commence déjà à se visualiser et à se projeter. Exactement. Mais la chose qui est vraiment bizarre, c'est qu'on te trouvait bizarre aussi, puisqu'on disait, mais pourquoi il nous fait écrire en noir et puis il parle d'une certaine façon. On disait, mais il est... Après, il y a une fille qui m'a dit, tu vois, c'est un profil engagé. J'ai dit, comment ça, il est engagé? Il dit, c'est un prof et tout, c'est un Antillais qui veut, voilà, pour les Antilles, ils veulent qu'on arrive. J'ai dit, ouais, je suis d'accord avec toi, mais il est quand même bizarre, M. Zandounès, quand même. J'ai dit, putain, il n'est pas bizarre. Je me suis dit, Boussillon, elle t'aimait beaucoup. Elle travaille avec toi à la mairie de Cap-Esther. Ouais, tous ces gens-là, ça, ils ont bien avancé. C'est une époque où, en fin de façon, je regrette rien. Nous non plus. Et je vois que... Non, tu n'es pas le seul. Hein. Je vois beaucoup d'anciens élèves qui ont progressé dans divers domaines. Voilà. Et encore, qui j'ai eu sans vous couper. Je tombe par hasard et tout. En fin de compte, j'ai participé à un truc à Fort Delgrès. Où j'entends Zandounès. Ah bon? J'ai dit, mais tu es le fils de M. Zandounès? Il m'a fait, ben oui. On avait participé au... Ah oui, je sais ce que M. Madou avait organisé. Exactement. Je sais, j'étais avec lui. Abdoul Malik qui se prit. Exactement.
Donc j'étais avec lui et je lui raconte, j'ai dit, ton père c'est un sacré. Hein. Il me fait, oui c'est mon père. J'ai dit, mais tu sais, on l'a connu à Capesterre, tout ça, et puis on a commencé à discuter, tout ça, et puis on a commencé à faire le projet justement. Il était à la musique avec les autres. Voilà, il avait un groupe, il fait de la musique urbaine. Moi j'étais dans le domaine peinture, tout ce qui était création, peinture, donc voilà quoi. Ouais. Ben, Ivanov, félicitations. Et continue. Merci. Et quand il y a l'exposition de Capesterre, on ne peut pas me faire savoir. Il n'y a pas de souci. OK. Yeah. Voilà, 13h24, on a développé un dernier sujet. Oui, on va aller sur le Petit Bourg pour parler de la cérémonie des nouveau-nés. Donc, un moment de convivialité et d'accueil pour ces nouvelles familles. Donc, un rendez-vous annuel que la ville de Petit Bourg organise. On voit un reportage de Nicolas Hachi. C'est un rendez-vous annuel. Nous tenons à être fidèles à ce rendez-vous-là. Nous tenons à tout mettre en œuvre pour que nos familles, nos nouvelles familles qui arrivent à Petit-Bourg, mais aussi nos familles traditionnelles, classiques, historiques de la ville de Petit-Bourg, nos enfants qui sont nés à Petit-Bourg, qui ont grandi à Petit-Bourg, qui aujourd'hui enfantent à Petit-Bourg, nous sommes fiers de ça, recevoir de nouvelles familles qui viennent d'ailleurs, qui s'installent à Petit-Bourg et qui voient aussi naître leurs enfants. Nous nous faisons un devoir de les recevoir dans les meilleures conditions. C'est avec fierté que vous assumez votre rôle de marraine aujourd'hui? Avec beaucoup de fierté. Ça fait que déjà, ça fait 44 ans que je fais ce métier. J'ai eu garderie, crèche et centre de loisirs maintenant. Alors ça fait déjà un bail qu'on côtoie les petits, les grands, les moyens de Petit-Bourg. Maintenant, effectivement, on parle beaucoup à nos enfants. C'est une très bonne chose. Encore mieux qu'encore que les parents, parce que systématiquement, dès que ça n'allait pas, c'était pas papa. Maintenant, on ne donne pas. Mais on parle beaucoup. Mais parler, mais savoir bien éduquer, bien dire ce qu'il faut. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, ne pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Je dirais que cette cérémonie, elle est nécessaire, je pense, pour reconnaître quand même les enfants de la ville. Très important pour ces petits bouts de chou qui naissent, puisqu'il n'y en a pas beaucoup de nos jours. Et merci à la ville pour ce qu'il fait, parce que c'est rare. C'est une fierté vraiment, quand nous rencontrons nos familles, qu'ils disent qu'ils sont fiers d'avoir fait le choix de Petit-Bourg, d'avoir habité à Petit-Bourg. Les gens sont contents et nous voulons leur dire merci aussi pour tout cela. Ils nous font confiance, même si tout n'est pas parfait. Mais ils nous font confiance et comptent sur nous pour un meilleur développement, comptent sur nous pour justement préserver le cadre de vie, le protéger, l'améliorer. Voilà. C'est vraiment une très belle attention, souhaiter la bienvenue aux enfants, à la future génération. Je pense que c'est ce qu'il faut, hein chérie? Hein, on dit. Tu veux dire quelque chose, mon amour? Non? Pourtant, il parle d'habitude, il cause, mais là... En tout cas, merci. Ah, j'ai été appelée, il faut que je vous laisse. Merci à la commune. Voilà, donc une belle cérémonie qui fait appel au bien vivre ensemble, surtout pour les nouvelles générations. Surtout dans un pays où les gens vieillissent de plus en plus. Alors il faut que les femmes fassent plus d'enfants. Tout à fait. Il ne faut plus faire un seul enfant. Oui, bon, moi... Il faut faire au minimum 3. J'ai déposé les clés. Minimum 3. Si chaque femme en Guadeloupe fait 3 enfants, dans quelques temps, on aura mais il y en a qui travaillent pour nous, donc oui, chacun son job. Et je dis ça à toutes les femmes que je connais, faites des enfants pour que la Guadeloupe ne vieillisse pas plus vite que prévu. Voilà. Ok, voilà, 13h28, c'est la dernière pause. On recevra tout à l'heure Jaël Van Berkel, il est souvent déjà arrivé. Et on remercie Madame Rosier pour sa chronique. Et on remercie Ivanov, qu'on va retrouver, j'espère, bientôt. Oui. Une nouvelle exposition. Et il continue, je suis la bonne voie. Ok, merci. Bonne route. Merci. Kembe, comme on va dire. Yes. Voilà, 13h28, la pause. Et tu fais on va te faire une petite émission là, avec une petite caméra. Voilà, nous sommes avec vous pour la dernière séquence du ZCL News. Dans un instant, on va recevoir Madame Jaël Van Berkel. Bonjour. Bonjour. Tout va bien?
Tout va très bien. Vous êtes président de l'association Fibromyalgie de Guadeloupe et Handicap Invisible, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous êtes guadeloupéenne d'origine suisse avec un nom hollandais et né... Caribéenne. Ah, vous êtes une Caribéenne. On va dire ça, c'est plus simple. C'est plus simple? Voilà. Bon. Mais guadeloupéenne de cœur et d'éducation, si on peut dire. D'éducation. Bon, on revient avec vous dans un instant. On termine les news avec Iman. Oui, on va aller sur les abîmes où le marché a pu se déplacer à Taonaba. C'était une opportunité d'avoir un cadre beaucoup plus agréable et de valoriser les produits du terroir tout en profitant de ce cadre naturel. C'est une véritable mise en valeur de l'agrotransformation qui a pu être découverte par Michel Depape. Le marché itinérant de la ruralité de la ville des Abîmes, c'est une volonté affichée par l'équipe municipale avec son maire Éric Jalton que de pouvoir emmener un marché dans les zones rurales parce que nous avons le souci aussi du développement des zones rurales qui ne doivent pas être laissées pour compte. Et ce faisant, nous emmenons avec nous ici des agriculteurs, des agrotransformateurs, des artisans, du culinaire, afin de faire vivre cet espace rural. Je propose des chips de légumes pays. Donc c'est moi qui les fabrique et qui les commercialise aussi. Donc vous avez plusieurs saveurs, la patate douce, du fruit à pain, de la madère, et de la banane plantain. Je vais vous proposer des feuilletés, des croissants, des pâtés, exemple des pâtés au coco, des croissants. On a un croissant revisité au burger, on a des feuilletés morue, feuilletés lambi qui est très bon d'ailleurs, où on sent vraiment les morceaux, on a pris notre temps avec la farce pour garnir nos pâtés. Il est important pour nous de permettre qu'il y ait un déplacement vers ces zones qui doivent aussi et qui permettent là aussi à ces zones de montrer leur savoir-faire. Ils sont là, les agriculteurs, les agrotransformateurs, ils nous présentent leurs produits. C'est une volonté affichée puisque nous avons depuis tantôt découpé la ville des Abîmes en 9 zones. Nous avions déjà organisé un village rural durable à Carac. Nous avions organisé un marché itinérant au niveau du quartier Boivin. Et donc c'est vrai qu'ici aujourd'hui au pôle d'accueil, nous entendons toucher tout le secteur parce que ces zones sont importantes, parce que ces zones méritent une attention. Voilà donc un déplacement de ce marché qui a pu séduire les habitués. On va parler de cette première édition du slalom féminin qui s'est déroulée sur Basse-Terre. Donc les femmes étaient à l'honneur lors de cette première édition où quelques participantes ont pu être devant le volant et mettre en lumière leur talent de pilote guadeloupéenne. On voit un reportage d'Olivier Félix. Ça fait 2 ans qu'on essaie de faire cette manifestation. Donc là, cette année, on a fait le forcing et il y a eu 6 participantes. C'était un peu timide, mais pour les prochaines, j'espère que les femmes voudront mettre leur talent devant un volant. L'ensemble des participantes sont satisfaites de la manifestation, de l'épreuve en elle-même. Elles ont découvert, au fur et à mesure, elles ont pris confiance derrière leur volant. Et elles se sont amusées. Donc je les invite justement à passer le mot. Et pour celles qui étaient là, on dira que ça sera pour la prochaine. Et nous, en tant qu'organisateurs, on fera aussi des efforts pour les attirer, pour les entraîner à venir s'amuser. Aujourd'hui, je tiens à remercier toutes les filles qui ont participé et qui ont joué le jeu parce que grâce à elles, en fait, on arrive à ça et toutes nos voitures rentrent très bien. Toutes les filles ont passé les obstacles très bien et je suis fière de nous. Voilà. Donc, j'espère que pour la 2e édition, effectivement, on aura réussi à motiver quelques femmes à venir nous rejoindre et à faire partir le slalom des femmes en Guadeloupe et surtout à Basse-Terre. Je pense que oui, ça peut ouvrir des portes aussi pour le rallye, pourquoi pas, puisqu'effectivement, c'est une première pente et peut-être qu'en faisant plusieurs fois, en répétant effectivement le slalom femme, ça donnera envie justement à ces femmes d'aller plus loin et de s'inscrire effectivement pour le rallye. On aime quelque chose. J'aime tout ce qui est sensation forte, tout ce qui est course de voiture, de moto. Donc, non, ça a été bénéfique parce que je connais ma voiture, donc j'étais à l'aise et je pense que c'était un point fort. C'est ma voiture de tous les jours. Donc à la base, j'aurais voulu courir sur une Twingo RS, pas de course, mais une Twingo normale. Mais elle est en panne, donc elle n'est pas encore réparée. Donc la prochaine fois, c'est un autre slalom. J'essaierai de venir avec plutôt parce que je pense que c'est plus sympa quand même de passer les vitesses et voilà, on a quand même peut-être plus de maîtrise sur le véhicule.
Mais voilà, c'est ma voiture de tous les jours en fait, donc je suis venue avec. J'ai trouvé que tout le monde se débrouillait vachement bien en fait. Moi je voyais juste les arrivées et j'étais waouh, mais je les applaudissais à chaque fois parce que j'ai trouvé vraiment que tout le monde était... Il y avait vraiment, enfin, je pense qu'elles se sont toutes bien amusées. Je pense qu'avec les moyens, il y a beaucoup de femmes qui pourraient faire de la course sans problème. Et, enfin, on a l'exemple de Myriam Coyer, mais il y en a d'autres en fait, donc carrément. Ça a été très positif dans la mesure que c'est vrai, il pouvait y avoir plus de participants, mais c'est vrai que c'est déjà d'avoir les participants, leur motivation, l'envie de l'ASA justement de garder cette édition aujourd'hui qui s'est très très bien passée. Et je crois qu'on a eu des pilotes valeureuses et c'était technique. Et on constate que déjà, ça ne fait que faire progresser le sport féminin en général et surtout l'audience même du sport féminin en Guadeloupe. On a déjà annoncé la couleur que l'année prochaine, on sera sur la 2e édition durant la période de la journée de la femme. Si ça tombe dans la semaine, on le fera le dimanche. Voilà une belle initiative. Premier rendez-vous qui pour les femmes, les femmes dans le sport automobile local, n'est-ce pas? Donc elles ont leur place aussi là. Ah ben, on n'a jamais dit le contraire, hein, au contraire. On va aller sur Paris pour voir un reportage de Maurice Cessé qui était au Salon du Tourisme. Nous sommes encore plus contents parce que cette année, il y a vraiment beaucoup de monde dès le premier jour. Et nous sommes là pour présenter le territoire de la Riviera du Levant, les 4 communes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, La Désirade. Et puis, je dirais, embarquer les visiteurs, les exposants aussi avec nous sur la belle destination qu'est la nôtre. Alors, qu'est-ce que vous promotionnez en particulier? Alors, on ne fait pas la promotion en soi d'un produit, on fait la promotion du territoire, je dirais des socioprofessionnels qui sont sur notre territoire, qui proposent les excursions, les hébergements. Alors, en fin de compte, c'est vraiment tout ce qui fait partie de l'écosystème touristique. Nous le présentons ici, donc nous vendons la destination et puis aussi le client a aussi la possibilité nouvellement, en tout cas cette année, de réserver directement chez nous, soit avec mes collègues qui sont là, soit sur la plateforme et payer directement, donc repartir du salon avec les excursions déjà bien programmées, bien réservées et déjà pouvoir rêver rien qu'en quittant le salon. Est-ce qu'on peut dire que la Guadeloupe a une avance considérable dans les départements de l'outre-mer sur le plan touristique? Alors je ne sais pas si on a une avance considérable parce que la Martinique est pareil. Nous n'avons pas une avance, nous abordons en tout cas le tourisme de façon différente. Mais voilà, c'est tout juste de façon différente, mais nous sommes similaires. Je crois que tous les territoires d'outre-mer sont pareils, nous sommes similaires. On n'a pas une avance particulière, nous présentons simplement différemment. Qu'est-ce qu'il faudra corriger sur le plan touristique aujourd'hui? Il n'y a rien à corriger, mais on se dirige vers un tourisme un peu différent, plus immersif. Et là, par exemple, cette année, nous, en tout cas la Riviera du Levant, nous avons décidé de faire un focus sur le spiritourisme, c'est-à-dire mettre en avant notre patrimoine, la partie culinaire, et puis aussi nos anciens, tout le côté, tout ce qui entoure notre histoire, en tout cas, mais à travers le Rhum. Voilà. La Désirade monte en puissance cette année et je crois que c'est très très bien parce que c'est une des îles de Guadeloupe qu'on ne connaît pas bien, qui est magnifique, qui est paisible et il y a beaucoup de choses à voir, il y a une biodiversité. Donc je crois qu'il faut se dire que le territoire de la Riviera du Levant a une multitude de richesses. Voilà, et la Désirade, ce sera bientôt la fête à Cabrit. Tout à fait. Il faut d'abord rater. Alors, je voulais dire, on va terminer avec Madame Van Berkel. On lui a déjà dit Guten Tag, bonjour. Pas de carton ça là. Bon, alors, qu'est-ce que c'est exactement la fibromyalgie? Moi, je ne connais pas moi. Alors, bonjour. La fibromyalgie, c'est une pathologie. Oui. Je ne l'appelle pas maladie puisque je suis en parfaite santé. Une pathologie où tout le système récepteur-émetteur est faussé. C'est-à-dire que le vent peut nous faire mal, un vêtement peut nous faire mal. On a tous les troubles, que ce soit musculaires, tendiniteux, ligamentaires, osseux, qui vont migrer. Donc c'est la maladie à plus de 100 douleurs qui va migrer dans votre corps 24 heures sur 24, plus tous les troubles cognitifs. Ça peut être sensibilité à la lumière, au bruit et surtout le pire, je pense, la fatigue chronique, c'est-à-dire que vous dormiez ou pas, vous allez vous réveiller épuisé, puisque c'est une fatigue, un sommeil non réparateur. Et c'est ce qu'on appelle le handicap invisible? Tout à fait, c'est invisible. Alors, doublement invisible, puisque c'est invisible pour les personnes qui nous voient. Je suis porteuse de fibromyalgie, je marche sans canne, j'arrive à faire du sport certains jours et tout.
double peine puisqu'on doit tout le temps se justifier, mais également invisible pour le monde médical. Il y a encore actuellement relativement peu de médecins qui reconnaissent la fibromyalgie et surtout pas de moyens de détection ni de soins spécifiques pour la fibromyalgie pour le moment, un peu comme l'endométriose il y a quelques années. Mais alors, comment font les fibromyalgiques quand ils souffrent de toutes ces pathologies? Comment résister? Comment se soigner? Le mindset. Pardon? Le mindset, la force mentale, beaucoup. Le gros problème de cette pathologie, c'est l'errance médicale jusqu'à la pose du diagnostic, errance qui peut aller pour certains de mes adhérentes jusqu'à 20 ans passés d'errance médicale. Oui. Donc dépression emmenant la fibromyalgie. Il faut savoir que la fibromyalgie, comme majoritairement les maladies chroniques, puise sa racine dans le psycho-émotionnel des chocs affectifs, physiques ou autres, tout comme des cancers, d'autres maladies. Donc difficile pour la médecine de soigner l'origine des symptômes, puisqu'ils ont fait médecine pour soigner les symptômes. Mais alors, c'est une maladie, elle est plus psychologique que physique ou bien elle est les deux à la fois? Elle est psycho? On l'appelle psychosomatique. Par contre, les douleurs sont bien réelles. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent plus du tout se déplacer, qui sont en chaise roulante. C'est des douleurs qui vont être totalement différentes d'heure en heure, qui vont bouger dans votre corps sans prévenir. Donc, très difficile de pouvoir faire des plans, puisqu'on ne sait jamais comment on va se réveiller. Et pour pouvoir quand même bouger, c'est énormément de mindset. D'accord. Et qui sont... Alors, pour le mindset, c'est quoi? C'est les coachs qui font le job? Non, c'est une force qu'on doit puiser en nous. J'aime appeler mes adhérentes les warriors parce qu'on est des guerrières, même si le matin, c'est très compliqué des fois pour bouger, puisque la fibromyalgie, c'est se réveiller dans un corps de 90 ans ou comme si un camion vous est passé dessus toute la nuit. À ce point-là? Oui. Il y a beaucoup, c'est plus de 100 douleurs, donc c'est vraiment très large comme spectre oui. Et médicalement très compliqué pour le moment de gérer. Donc on essaye chacun, en fait on est nos propres médecins, nous sommes nos propres médecins, puisque c'est les médecins, les chercheurs, les infirmières qui viennent à nous pour qu'on leur explique la fibromyalgie, puisqu'on n'a pas d'IRM, de scanner. Alors c'est très semblable avec d'autres maladies, comme la sclérose en plaques, le lupus, la spondylarthrite aiguë. Donc très difficile de différencier et souvent, elle n'est pas seule, la fibromyalgie. On va avoir la fibro et la sclérose en plaques, la fibro et l'endométriose énormément. À partir de quel âge on est victime de fibromyalgie? Alors médicalement, on nous dit vers les 35, même 40 ans. Je peux vous dire que la plus jeune en Guadeloupe a 12 ans pour le moment. Ah bon? Oui. Donc 80% de femmes. Donc tout à l'heure, nous parlions des femmes pour les sports automobiles. Oui. Ça touche 80% de femmes, comme majoritairement les maladies chroniques. Et nous parlions du domaine de Taonaba. Et on peut voir, j'organise avec l'association cette année la seconde journée mondiale de la fibromyalgie, mais aussi cette année mondiale, oui. Donc il y a des gens qui viendront d'un peu partout. Oui, nous sommes 10 000 en Guadeloupe déjà, rien que pour la Guadeloupe, 10 000, 65 dans l'assaut qui n'a même pas un an. Et donc j'organise la journée des infirmières en même temps, puisqu'en fait c'est une infirmière en 1802, si je m'abuse, britannique, qui avait la fibromyalgie à un stade très élevé. Évidemment, ça ne s'appelait pas la fibromyalgie, mais rhumatisme ou autre. Mais elle a quand même trouvé le moyen de créer la première école d'infirmières, la Croix-Rouge. Bon, elle n'est plus sortie de son lit pendant, je crois, 35 ans. Elle est décédée, pas de la fibromyalgie, mais voilà. À l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens que maintenant, et même encore aujourd'hui, c'est très restreint. D'accord. Donc une belle journée, une super tombola, une journée où les gens vont pouvoir découvrir toutes les méthodes alternatives. Ça va être du yoga, de la sophrologie, de la méditation, des massages énergétiques, ayurvédiques, de la lithothérapie, de l'aromathérapie, enfin tout ce qu'on peut mettre en place pour nous aider. Alors je ne parle pas de guérir de la fibro, mais nous aider à la gérer. Donc je vais donner cette possibilité de découvrir un atelier de 15 minutes gratuit avec chaque intervenant ou un atelier de groupe de 50 minutes. Toutes ces méthodes, il y aura de l'artisanat puisqu'on est à la veille de la fête des mères, il y aura du manger local, vraiment 100% local que j'ai mis en avant, très original aussi. Et une belle journée, des conférences, des mini-spectacles et tout basé sur la solidarité, l'échange, voilà. Ça aura lieu le 11 mai. Le 11 mai, au domaine de Taonaba, comme le marché.
Comme le marché. Voilà, mais nous, on sera dans le domaine et on finit cette journée par une méga Zumba. Ah bon, quand même. Ah ben ouais. Ah non, mais je ne savais pas que les fibromyalgiques pouvaient zumber. Mais je fais de la randonnée, monsieur. Je vais à la salle de sport si je pouvais tous les jours, puisque je travaillais en salle de sport. Oui. Maintenant, le mot d'ordre dans la guérison de la fibromyalgie, c'est le mouvement. Rester en mouvement. Alors oui, il faut du mindset, il faut se dépasser, puisque quand on a mal, aller faire du sport, c'est difficile. Pour moi, c'est la salle de sport. Pour vous, ça sera peut-être juste monter l'escalier à pied au lieu de prendre l'ascenseur, aller acheter votre baguette à pied. Voilà. Mais il faut garder un mouvement, une alimentation. Je ne parle pas d'alimentation bio ni anti-inflammatoire, mais essayer d'éviter des aliments transformés, d'avoir une bonne alimentation et d'écouter son corps, vraiment. Donc, Iman a souvent une question. Oui, tout à fait. Donc là, il y a 10 000 personnes en Guadeloupe qui souffrent. Comment on explique que cette maladie, elle n'est pas assez connue? Est-ce que c'est parce que justement, il y a du mal à la diagnostiquer ou bien qu'est-ce qui explique en fait ça? Moi, je partirais du principe que c'est l'origine de cette pathologie qui met à mal les médecins et particulièrement, je dirais, les médecins français, puisqu'en fait, si on compare avec d'autres pays nordiques, le Canada ou comme ça, où ils acceptent les méthodes alternatives, où par exemple la sophrologie, du Reiki sont pris en compte, de la méditation, des choses comme ça, voilà. Sauf que là, ça stagne beaucoup, la recherche, depuis 15 ans. Et si je me base sur l'endométriose il y a quelques années, on nous disait c'est normal, vous avez mal, toutes les femmes sont passées par là, c'est normal. Oui, parce que 80% c'est des femmes, donc c'est voilà. Normal d'avoir mal en fait. Tout à fait. Pourtant, il me semble que l'univers, si on peut dire, envoie les plus dures batailles aux meilleurs guerriers. Sinon, les hommes porteraient les enfants et tout ça. Donc, si on nous l'envoie et la majorité des maladies, c'est pour nous, c'est que voilà, on a la force pour, mais voilà, le fait que vraiment il n'y a rien, en fait, on procède par élimination pour diagnostiquer la fibromyalgie. Donc tous les examens reviennent parfaits, d'où je vous dis que je suis en parfaite santé. Et au fait, après, il reste 18 points douloureux qu'on va tester en appuyant dessus. Si vous en avez 11 qui sont douloureux, c'est bon, vous avez la fibromyalgie. Malheureusement, il y a encore... à partir de ce test-là qu'on peut vraiment identifier qui est porteur de... Et de toutes les batteries d'examens qui sont faites en avant. Moi, je me suis vraiment acharnée. Il faut savoir que je voyais des fois 3 médecins dans une matinée parce que j'avais décidé que non, c'est ni un burn-out, ni une dépression. Alors, quand on me dit, oui, c'est dans votre tête, parce que c'est majoritairement ce qu'on dit aux fibromyalgiques, oui et non, mais il faut comprendre c'est dans votre tête. Ça vient d'un choc émotionnel ou physique. Ça peut être un examen raté, un déménagement, un divorce, un viol. Je veux dire, on en a beaucoup. Qu'on pense que c'est derrière nous, mais au fait, on a trop sollicité notre corps. Et justement, les femmes, puisqu'on va dire c'est essentiellement des femmes qui ont ce type de symptômes, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'elles puissent avoir la bonne démarche qu'il faut pour reconnaître cette pathologie? Alors, déjà, pour qu'on puisse reconnaître la pathologie, et par l'association, il y a beaucoup de gens qui découvrent que c'est bien la fibro qui ont, ou qui se tournent vers nous, donc on les aiguille, on les oriente, on leur conseille d'aller voir tel ou tel médecin. Sinon, pour les jeunes et pour les générations à venir, je vais conseiller surtout d'écouter votre corps. Quand votre corps vous demande du repos, ou comme ça, c'est pas de la fainéantise, c'est de la bienveillance envers vous-même. On est tous hypersensibles dans la fibromyalgie, et on a tous des métiers similaires. L'éducation nationale, le social, le médical, des métiers où on donne à l'autre, on donne toujours à l'autre, mais on oublie de se donner à soi-même. Et je pense que c'est vraiment la fibromyalgie, personnellement et pour beaucoup, avec qui je parle, est venue nous apprendre quelque chose. Donc, ça semble bizarre, mais il faut remercier la fibromyalgie. C'est dur à dire comme ça pour certains. Quelque part, ça permet de revenir à soi. Un gros travail. Revenir à soi, c'est exactement le mot, et à se faire de soi sa priorité. Ça a été le premier mot que j'ai entendu quand j'ai eu la fibro. Fais de toi ta priorité. Un gros travail. Mais il y a des gens qui en guérissent quand même. Tout à fait. Oui. Alors là, je le dis clairement, on aime à dire on ne guérit pas de la fibro. Il y a des médecins qui vont vous dire mais vous allez mourir avec. Alors, on guérit de la fibro. On guérit, c'est-à-dire qu'on gère la fibromyalgie. Vous allez avoir une crise par année que vous allez sentir venir et vous saurez ce qu'il faut faire pour la stopper. C'est vraiment une gestion en fait des émotions, du corps, du repos. Moi, je sais que c'est un énorme défi pour moi de dire stop. Je ne m'arrête pas, c'est quelque chose. Et la fibro est venue pour ça. C'était au moment des barrages. On a eu ces fameux barrages en Guadeloupe. Je faisais ouverture, fermeture là où je travaillais.
Des fois, je n'arrivais pas à rentrer chez moi. Ça a été un gros choc de voir la Guadeloupe démolie comme ça. Vraiment un gros choc. Et au niveau travail aussi, on sortait de la période Covid qui était quand même aussi assez intense. Et au fait, c'est un peu le corps, il vous parle, il vous chuchote, vous ne l'écoutez pas. Et à un moment donné, il a dit, il y en a marre. J'envoie la fibro, c'est un peu une cocotte minute. Si vous ne soulevez pas de temps en temps la soupape, ça explose. C'est un peu ça. Ok, donc c'est pour ça, une démarche, on va dire, alternative, c'est vraiment ce qu'il faut et c'est ce que vous allez mettre à l'honneur sur cette journée du 11 mai. Alors, je ne me substitue pas aux médecins, mais il y a toujours la possibilité de compléter. Donc, on essaye les méthodes alternatives tout en continuant ou en diminuant le traitement. Et quand le traitement ne fonctionne plus, ça nous laisse quelque chose. Toujours est-il que ce que moi, je teste tout avant et que j'explique bien ce qui fonctionne pour moi n'est pas obligé de fonctionner pour toi. Puisque chaque douleur, on est tous uniques. Chaque douleur se gère différemment. Donc, chacun doit devenir son propre médecin et trouver ce qui lui fait du bien. Écouter son corps. Donc, tout à fait. Le rendez-vous est pris, donc c'est le 11 mai, c'est au Tanoaba. Alors, je précise que vous avez dit ça, il y a de la sophrologie, du yoga, des pilates, des massages énergétiques, des massages ayurvédiques, de la sonothérapie. Ah, ça, je ne connaissais pas, la sonothérapie. Les bols, les triangles, des tambours, voilà. Réflexologie plantaire et faciale. Et il y aura même une scène artistique. Tout à fait. Ah tout est là. Une tombola avec près de 40 lots à gagner. Un méga jumba de clôture, des activités dédiées aux enfants. Bon, c'est une belle petite journée. J'espère, une magnifique journée et il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres. Bon. Bonne chance, en tout cas, Jaël Van Berkel, j'aime bien le nom. Donc j'invite tout le monde à nous suivre sur Instagram, sur Guada Fibro. C'est ainsi que vous pourrez avoir le plus d'informations sur cette belle journée. Dès demain, normalement, le programme sera en ligne et ne restez plus seuls pour les personnes qui ont la fibromyalgie ou des handicaps invisibles, puisque nous avons des personnes qui n'ont pas la fibromyalgie, qui ont le lupus, qui ont la sclérose en plaques, qui rejoignent notre association et on va également fêter nos 1 an lors de cette belle journée. Bon, bien, belle journée et on aura l'occasion d'y revenir avant le 11 mai quand même, reparler de ça. Voilà, bien, il est 13h57, c'est pratiquement la fin du Z. Aujourd'hui, on a reçu Priscilla Delannay, qui est la directrice générale du festival Nouveau Regard qui débute le 2 avril. Jaël Van Berkel est encore avec nous, c'est elle qui donne le là pour cette manifestation qui aura lieu le 11 mai et je dis qu'on aura l'occasion d'y revenir. Sylvie Rosier nous a expliqué comment être leader ou manager, entre les deux, il faut trouver la bonne voie. Et puis on a reçu un artiste particulier qui est très créatif et innovateur, Evanor Ficadière, artiste capestérien que j'ai connu dans son enfance, aujourd'hui qui fait de belles choses. Là, le retour sur l'actualité avec Iman. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de ce lancement pour l'appel à projet dans le cadre du Fonds européen pour pouvoir promouvoir l'économie bleue et durable, surtout en matière de pêche et d'aquaculture. On est aussi allé sur Capesterre-Belo parler de l'inauguration de l'espace Roger Jeannette, donc un coureur emblématique du rayon d'argent qui a été mis à l'honneur. On a été sur Petit-Bourg pour suivre cette cérémonie sur les nouveau-nés, donc pour accueillir les nouvelles familles, un temps de convivialité et d'accueil pour le mieux vivre ensemble. On s'est dirigé ensuite sur les Abîmes, où le marché s'est déplacé à Taonaba. Et on est allé sur Basse-Terre pour la première édition du slalom féminin, tout en allant sur Paris pour le salon du tourisme et de la nature. Voilà pour aujourd'hui. Tout est dit grâce à Iman News. Voilà, merci en tout cas d'être envers aujourd'hui. Envers et contre tout. Toujours. Bon, il faut qu'on trouve un deuxième truc, parce qu'on a déjà sorti plusieurs fois. Et merci à Jaël d'être venu nous parler de cette pathologie, la fibromyalgie, que je ne connaissais pas, j'ai découvert. On souhaite bonne chance. Merci. Et puis à très bientôt. On vous attend le 11 mai. On viendra le 11 mai voir ça un peu. Ça. Même si je suis pas encore fibromyalgie, mais aussi pas si demain je ne le serai pas. On ne sait jamais. On sait jamais. Et fibromyalgique ou pas, découvrir les méthodes qui vous font du bien, je pense que c'est toujours prenant. Et Iman viendra avec moi. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est Yann qui est à la réalisation avec Satyam.
Et nous, on se retrouve demain à la même heure, à 12h30 avec vous, les fans du ZCL News. Et on est toujours content de vous recevoir et d'être vus par vous. Voilà, ciao, bye bye.